Bonsoir, bienvenue dans le kiosque, votre magazine culturel. Alors, au menu ce soir, Jean-Louis Poitvin signe un ouvrage consacré au sculpteur installé à Elancourt, Nicolas Sanne, une géométrie incidente, c'est le titre du livre. Nicolas Sanne est l'invité de cette émission. À l'occasion des Journées européennes de l'artisanat d'art, nous sommes partis à la rencontre d'un art particulier, le trompe-l'œil. Et puis dans sa chronique, Nicolas Gervais nous emmène à la rencontre des Film Monkeys. Ils seront en concert percutant le 11 avril au Prisme à Elancourt. Voilà ce que vous pouvez découvrir dans ce nouveau numéro de kiosque. Nicolas Sanne, bonsoir. Vous travaillez à Saint-Quentin en Yvelines dans un atelier à Elancourt. Un livre vous est consacré, il s'appelle La géométrie incidente. Il est signé Jean-Louis Poitvin. La première question, évidemment, c'est quoi la géométrie incidente? On a envie de penser à indécente, mais non, c'est incidente. Elle est peut-être aussi indécente, votre géométrie. C'est un peu... Pour le résumer en quelques mots, c'est assez compliqué parce qu'on a mis 300 pages pour en parler. Mais en gros, c'est une façon d'aborder la géométrie classique et de se dire que si on regarde donc la géométrie, on sait qu'une ligne est faite de points. Et si on considère que, si on change cette idée propre à cette géométrie, si on se dit que finalement ça peut être aussi une verticale et une horizontale, eh bien ça change tout, ça crée une incidence. Et c'est tout l'objet du livre qui explique ce petit détail qui est dû à une observation du travail de tous les jours. Il y a eu plusieurs livres qui vous ont été consacrés, pas directement à vous, vous étiez avec d'autres artistes, mais là c'est le premier livre qui vous est vraiment consacré. Comment s'est fait le travail avec Jean-Louis Poitvin? Alors il y a eu des catalogues déjà personnels, mais ça c'est vraiment un livre Beaux-Arts. Et c'est justement dû à une rencontre pour un catalogue, d'ailleurs, de l'exposition collective dans le Nord. Donc vous avez raison. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il avait écrit déjà sur mon travail. Et on a imaginé à ce moment-là de pousser un peu plus loin la réflexion. Et c'est comme ça que c'est parti. Il y a une certaine fierté, au final, quand on voit un livre. Non mais c'est plaisant. Non mais c'est plaisant, oui. C'est un bel ouvrage. Ça marque un moment dans la vie en tout cas dans ma carrière, puisque ça fait quand même 30 ans que je travaille. Bon, voilà, donc ça marque une période. Et j'espère que ça en ouvre une autre. Ouais, on va parler de votre carrière. Vous êtes né à Rodez, ça s'entend à votre accent. Et vous dites que vous venez du même pays que Pierre Soulages, qui est donc un peintre et un graveur de l'abstrait. Il était surtout connu pour son utilisation de la peinture noire. Il vous a inspiré, Pierre Soulages? Alors, il m'a inspiré... Oui, non, il m'a inspiré par ça. Il m'inspire toujours d'ailleurs, parce que lorsque on s'est rencontrés à l'inauguration du musée Soulages à Rodez, d'ailleurs je profite de citer le nom de Benoît Decron, qui a écrit la préface du musée, du catalogue, pardon. Oui, il m'inspire parce que c'est un homme d'une grande rigueur intellectuelle dans le travail. Il a une certaine vision de l'art, dans une rigueur absolue, ce qui est la création. Et j'essaie de m'inspirer, oui. Après, sur un plan artistique, il y a eu une période, lorsque j'étais étudiant, où j'ai travaillé sur des grands monochromes noirs, qui étaient différents de sa peinture, mais j'étais plus intéressé par des artistes comme Art Reinhardt ou Kelly, qui sont des peintres américains. Vous êtes diplômé de l'école des Beaux-Arts de Perpignan, vous nous l'avez dit, vous travaillez depuis 30 ans, vous êtes installé sur le territoire de Saint-Quentin depuis plus d'une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être sculpteur? Justement parce que faire de la peinture, c'est très compliqué lorsqu'on a des gens comme ça, comme Art Reinhardt ou Kelly ou Soulages. Mais parce que je pense que je suis quelqu'un qui est issu du monde d'abord de la terre. J'aime cette relation à la matière. Mais c'est aussi le résultat d'un processus de travail, lorsque j'étais étudiant, qui m'a amené vers la sculpture. Vous dites aussi que la sculpture est un art démocratique qui vit dans la cité, puisque vous faites des sculptures qu'on peut voir dans la ville. Il y en a notamment à Trappes. Oui, dans le sens où elle est partagée et que tout le monde est propriétaire de cette œuvre parce que tout le monde peut se l'accaparer. Elle appartient à tout le monde et parce que c'est de l'argent souvent public qui est fait pour ça. Donc, du coup, j'aime bien employer ce terme-là. Alors, vous dites que vous aimez bien toucher la matière. En l'occurrence, vous aimez bien toucher l'acier puisque vos œuvres sont en acier. Alors, pourquoi l'acier? Parce que c'est malléable, parce que c'est... Ça permet de faire des pièces importantes et ça me permet de mesurer toute la pratique de la sculpture, de son développement. Et puis l'acier, c'est un matériau qui est très proche, qui est très utilisé dans la sculpture contemporaine. Mais j'ai commencé par des pièces de bois lorsque je suis arrivé ici à Saint-Quentin.
Donc le bois et après l'acier. C'est un processus. En fait, le livre explique justement le processus qui est parti de ces pièces de bois vers ces lignes d'acier qui sont aujourd'hui le fondement du travail. Parmi toutes les sculptures monumentales, puisque vous êtes spécialiste des sculptures monumentales que vous avez réalisées, il y en a une récente, celle pour la ville de Valenciennes. C'était une sculpture qui fait à peu près 7 mètres de haut, je crois, sur 5 mètres de large. Quand une ville comme Valenciennes, par exemple, vous passe commande, comment vous travaillez ? Vous réalisez des croquis ou c'est une décision commune avec les services culturels d'une commune, de la ville ou c'est... Non. Lorsque la ville de Valenciennes m'a demandé de travailler sur ce projet, d'abord ils m'ont demandé de choisir l'espace dans lequel je voulais que ma sculpture soit installée. Donc ça veut dire que vous êtes allé dans la ville pour opérer l'emplacement. avec le Patrick Rossiès, qui était le maire adjoint à la culture à l'époque, m'a accueilli à Valenciennes, m'a fait visiter toute la ville, m'a montré les commandes publiques qu'ils avaient déjà passées à d'autres artistes. Et il m'a demandé de choisir un espace. Et je choisis la place Cardon à Valenciennes, qui est une place proche du musée, proche du jardin public. Et donc là, je leur ai dit, je vais travailler sur un projet, je reviendrai vers vous dans un an. Et un an après, je suis revenu avec un projet précis sur l'aménagement. Vous inspirez des lieux, et après, ça donne un... Disons que le travail de sculpture, comme ça, c'est une extension du travail de l'atelier. Mais bien sûr, je tiens compte de l'espace dans lequel la sculpture va être. Et il faut dimensionner l'œuvre en fonction de cet espace. Il ne faut pas qu'elle soit trop grande ni trop petite. Il faut que le public puisse l'appréhender sur ses 4 côtés. Voilà. Donc c'est un travail qui à la fois lie l'espace urbain et le travail d'atelier. La particularité quand même de ces sculptures, c'est qu'elles sont lourdes, évidemment. Là, en l'occurrence pour Valenciennes, je crois qu'il y a 3 pièces d'acier qui font chacune 1 tonne. Et à la fois, quand on les voit poser, ça fait léger, comme un nuage d'acier. C'est la magie. C'est la magie. Ouais, enfin, la magie. Comment vous travaillez justement pour obtenir cet effet ? À la fois, on a l'impression que c'est tout léger, et quand on voit les images de la pose, de l'installation de la sculpture, on voit que c'est quand même du boulot, quoi. C'est lourd. Comment vous arrivez à faire ce côté un peu léger ? Et techniquement, en plus, c'est compliqué parce qu'elle repose sur pas grand-chose, cette sculpture. 3 pointes. 3 pointes. Voilà. Mais non, c'est assez. En fait, la particularité de mon travail, c'est que je fais les sculptures, elles sont suspendues dans l'atelier. Alors bon. Vous appelez suspendu ? Suspendues avec les grues. Donc, en fait, la sculpture, elle n'est pas. Contrairement à celle, par exemple, celle de Bernard Venet, qui est une sculpture qui part du sol et qui tord pour faire ces lignes d'acier. Moi, je construis mes sculptures par éléments, et ensuite, je l'assemble dans l'espace et je la pose. Donc elle est réalisée en fait dans l'espace. Elle est quasiment réalisée dans l'espace. Donc c'est une autre façon de penser la sculpture et de penser le rapport physique de la sculpture. Et ensuite, il faut qu'elle tienne. Mais Valenciennes, c'est une sculpture qui est très technique parce que ça tient, les lignes tiennent que sur des petits espaces d'accrochement. Et l'importance des lignes fait qu'il a fallu résoudre les problèmes techniques. Et donc il y a un énorme travail d'ingénierie qui est derrière. Ça veut dire qu'on est sculpteur, on est artiste, on est aussi mathématicien. Eh oui. À ces heures. Comment vous aimez que les gens apprécient vos œuvres ? Quel est peut-être le plus beau compliment qu'a pu vous faire un visiteur, ou un spectateur, ou un observateur ? Vous savez, c'est quoi le plus beau compliment qu'on peut faire à Nicolas Sane quand on voit ses œuvres ? Je ne sais pas. J'aime simplement que les gens sont heureux de vivre autour d'une sculpture et que la sculpture après change leur vision, leur espace, les amène vers un moment de réflexion et de poésie. Voilà, là, ça me fait plaisir. Oui. Je reviens sur celui de Jean-Luc Poitvin. C'est vraiment un nouvel aboutissement puisque c'est vraiment un vrai livre qui vous est consacré. Effectivement, vous avez dit, vous travaillez depuis 30 ans. En fait, vous n'avez jamais arrêté de travailler ? Non, jamais. Si, 2 ans. 2 ans, ouais, enfin 2 ans dans une nuit, c'est pas grand-chose. Ça veut dire quoi ? Il y a un style Nicolas Sane, il y a forcément une patte Nicolas Sane. Il y a quelque chose qui plaît, en tout cas. Oui, mais apparemment, il y a un style qui commence à apparaître, oui. Oui, donc, oui. Mais après, le temps est encore long. Après, il faut donner le temps. L'art, c'est une question du temps, il faut tenir. Après, on verra. Après, je cours pas après. Je travaille tous les jours pour me faire plaisir. Et puis essayer de mettre en place une véritable réflexion sur la sculpture et montrer un processus, une démarche artistique et qui est tout à fait autre que notre profession, quoi. Voilà. Vous avez des projets en cours. Alors, je sais qu'il y a des expositions à l'Île-sur-la-Sorgue parce que vous êtes notamment soutenu par la Fondation Datrice, qui est aussi à Paris dans le 20e arrondissement, et des projets aussi pour d'autres communes. Alors, cette année, j'ai 4 expositions, cet été, quoi.
Alors j'ai une exposition donc, à la Fondation d'Atrice, pendant tout l'été. Une grosse exposition au château Sainte-Rose-de-Lille, où je mets 6 sculptures monumentales. C'est juste à côté de la Fondation de Venay. Ça fait partie des châteaux des grands crus du Sud. De Venay. Bernard Venay, il est aussi adepte des sculptures monumentales. Ah oui. Donc vous êtes sur le même créneau, pas tout à fait. Si, on est sur le même créneau. Ce sont deux pensées différentes, mais lui s'intéresse aussi beaucoup à la mathématique. Ouais. Alors j'espère que je vais pouvoir le voir cet été, on va pouvoir en bavarder. Alors Bernard Venay était venu dans les Yvelines à Versailles, puisqu'il avait exposé dans les jardins du château de Versailles. Ça fait rêver Nicolas Sane. Mais j'étais au vernissage. Oui, mais est-ce que ça fait rêver Nicolas Sane d'aller au vernissage de Bernard Venay, certes, mais est-ce que ça vous fait rêver d'exposer au château de Versailles? Au château de Versailles, je ne sais pas, mais vivre des grands moments comme ça, oui, parce que c'est plaisant. Et ça vous plairait d'avoir une exposition monumentale au château, dans les jardins du château? Il y a des gens qui, si un jour des gens me font la proposition, je relancerai le défi, parce que je sais pas, il faut peut-être en parler à Bernard Venay, il a peut-être ses entrées. Le jeudi 2 avril, donc demain, vous serez au restaurant des Templiers à Elancourt, tout près de votre atelier d'ailleurs, pour une séance de dédicace avec Jean-Louis Poitvin. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le plateau de Kiosque. Merci beaucoup. Vous connaissez le trompe-l'œil? Oui. Vous aimez? Non, c'est pas du tout votre style. C'est pas mon style, mais apparemment, c'est assez surprenant. Oui. C'est assez surprenant. Et justement, on va poursuivre ce magazine en parlant avec une autre forme d'art, donc le trompe-l'œil. Une école de décor mural existe à Versailles. À l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, les étudiants sont venus présenter leur savoir-faire. Ces motifs fleuris, ce sont des grotesques, l'art du trompe-l'œil proposé au regard des visiteurs du château de Versailles. Là, ils sont en train de réaliser des panneaux décoratifs d'inspiration 18e qu'on appelle des grotesques et qui leur demandent d'avoir une forme de dextérité dans le maniement du pinceau, dans le geste. Ce sont des ornements qui ont pour caractéristique justement que d'être adaptés au pinceau. C'est le pinceau qui fait la forme. Des grotesques, du faux marbre. Ici, au château de Versailles, le trompe-l'œil a toute sa place, c'en est même presque l'essence des lieux. Certes, on a du vrai marbre, on a de la vraie pierre, on a des boiseries magnifiques, mais on a aussi du trompe-l'œil, que ce soit du bois, que ce soit du bas-relief, que ce soit du faux marbre. Il y a des trompe-l'œil qui sont uniquement décoratifs et d'autres qui poussent jusqu'à être vraiment illusionnistes. Dans toute la peinture classique, il y a une notion de trompe-l'œil qui existe. Là, il y a une cage d'escalier entièrement en fausse moulure. Il y a beaucoup de faux marbre ici, un peu partout, mêlés au vrai marbre d'ailleurs, qu'on a parfois du mal à distinguer. J'aime bien toutes les imitations en fait, de faux, donner l'impression d'eux en fait. Et c'est quelque chose qui est très intéressant et très, très bluffant en fait aussi. L'école d'art mural de Versailles avait toute sa raison d'être ici au château, une façon aussi de faire connaître l'établissement installé dans le quartier Notre-Dame, une structure qui accueille peu d'élèves, une vingtaine seulement par session, et à l'issue de la formation d'une année, 100% sont d'ailleurs sûrs de trouver un emploi. C'est un art français, tout d'abord, et de quoi je pense que c'est renommé dans le monde, pour la raison qu'on est quand même à Versailles, pour essayer de pérenniser cette activité. Il y a une vraie demande pour cette activité, même par des entreprises internationales. Alors les élèves ils vont travailler pour les entreprises qui se trouvent à Paris, comme également ils sont maintenant demandés d'autres pays, comme en Russie, comme en Chine et maintenant à Dubaï. Le trompe-l'œil, un savoir-faire dont on retrouve des traces dès le XVe siècle, un art qui se développe en France au XVIIIe siècle, un vrai style de précision et du détail. Deux dates à retenir pour le jeune public dans votre agenda. Ce samedi à la médiathèque des 7 Mars à Elancourt, c'est une séance de contes pour les tout-petits qui est proposée. Parents et enfants sont invités à venir partager des histoires et des comptines et c'est gratuit. Et toujours pour le jeune public, cette fois dès l'âge de 2 ans, une pièce de théâtre, Papa est en bas. Vous connaissez la suite qui fait du chocolat. Une pièce de théâtre autour de 2 poules en chocolat. C'est Pâques, l'une est blanche, l'autre est noire. C'est à découvrir ce samedi à 11h à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt, tarif à partir de 3 €. Nous allons poursuivre ce kiosque avec une page musique, humour musical plutôt.
Musique donc, ou plutôt humour musical avec les Fils Monkey. Leur arme, ce sont les percussions. Ils seront sur la scène du Prisme à Elancourt le 11 avril et Nicolas Gervais les a rencontrés. Attention, c'est percutant. Duo de batteurs déjantés, ils mêlent clownerie et dextérité à toute épreuve et ils seront le 11 avril au Prisme pour leur Incredible Drum Show. Voici les Fils Monkey dans le kiosque. Attention, humour percutant. Blagounette. Et oui, moi aussi je fais de la batterie, les Fils Monkey. On fait moins les malins, hein. Qu'est-ce que c'est? T'as acheté ça où? Yann, tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Là, ouais. ça marche dans les deux sens, on dirait. Fils Monkey ne veut pas dire grand-chose. C'est une association de mots entre monkey, singe. Quand on voit le spectacle, on se fait un peu une idée des deux singes qu'il y a sur scène. Et Fils, c'est un mot qu'on retrouve sur les partitions de batterie. C'est un mot qui est en général écrit à la fin des mesures et qui signifie un peu la liberté. On fait un fil, un roulement, un remplissage. Brevet des collèges, mention insuffisant. Ouais, pareil, brevet des collèges, mention insuffisant. Le dernier diplôme que j'ai eu. C'est pareil, c'est ça. J'ai eu mon permis de voiture. Ah oui, c'est vrai, aussi. J'ai eu mon permis. J'ai mon BAFA musique. Enfin, mon Un BAFA BAFA musique. spécialité musique. Moi, j'ai commencé la batterie à l'âge de 11 ans, dans une école. On m'a mis dans une école de batterie. Mon père était un petit peu musicien. Voilà, j'ai commencé à 11 ans et j'ai jamais arrêté. Voilà, j'ai fait un truc qui s'appelait l'école Agostini. C'est bon, tu as fini? Alors, mon père était très musicien. Mon parce qu'il papa, est, oui, mon mon papa. papa, oui, mon papa est musicien, ouais. Voilà, Parce il que est- mon père, il a tout moi, fait mon pour père, toi, il ton était père. meilleur musicien que ton père. Ça Si, m'étonne. si, parce qu'il était professionnel. Il était prof de batterie. Donc en fait, j'ai eu des cours gratuitement à la maison. Gratuit. Voilà, moi j'ai pas eu besoin d'apprendre Agostini. Voilà. C'était à la baguetterie de Lyon. Et on avait pour mission de faire une démonstration de batterie pour une marque de cymbales qui nous endorsait à l'époque. Et on s'est retrouvés tous les deux à jouer avec chacun une caisse claire en se disant allez, on doit faire quelque chose d'un peu démonstratif pour les batteurs qui viennent nous voir. Mais on avait dès le début envie de faire quelque chose d'un petit peu fun. On s'est mis dans un local et c'est vrai qu'au bout d'un quart d'heure, on s'est rendu compte qu'on avait le même bagage technique, même si j'étais déjà bien meilleur que lui à Grâce l'époque. à Agostini. Grâce à Agostini. Non, mais on avait le même bagage technique et puis on se comprenait musicalement, on se comprenait. Humainement, on s'est tout de suite compris. Il y a des rencontres comme ça qui se font. Et puis après, dans l'humour, on s'est vite rendu compte qu'on avait envie de faire passer un peu la pilule du duo de batterie par le biais de l'humour. En 2010, on rencontre notre producteur Claude François Junior qui nous dit vous devriez travailler avec un metteur en scène, ça vous aiderait vraiment. Et là, on a rencontré Gilles Gaillot et qui a démonté totalement notre spectacle, qui a gardé tous les objets et l'a remonté dans un autre sens, nous a aidé à vraiment franchir un palier pour que ça devienne quelque chose de lisse. C'est deux drumoristes en scène. C'est vraiment, on aime à dire qu'on parle deux langages universels qui sont donc, comme tu l'as dit, le rythme et l'humour. C'est un spectacle donc d'1h15 à peu près qui est fait autour de la batterie, autour du rythme, mais qui est absolument pas au final une démonstration de batterie. On ne parle pas un seul mot de français pendant le spectacle. En gros, c'est un spectacle qu'on a écrit sans le savoir pour un petit peu la planète entière. Le Beijing, c'était assez. On a joué là-bas pour une émission de télé pour le Nouvel An chinois. Et on s'est retrouvés.
au milieu entre Steve Vai, Hélène de Hélène et les garçons, une grosse James Blunt, une espèce de troupe de je sais pas combien de danseurs de tango. Enfin, c'était et on savait pas qu'on fallait jouer. L'idée, c'est pas tant de montrer aux gens qu'on sait jongler avec des balles de tennis sur une batterie ou bien qu'on sait jouer. L'idée, c'est de le faire et que ça ait l'air facile et que ce soit toujours au service de l'humour. Effectivement, on a commencé à se creuser la tête en disant mais avec quoi on pourrait jouer sur une batterie? Donc voilà, on a commencé même à lancer des jeux sur Internet en demandant aux internautes de nous dire avec quoi est-ce que vous croyez qu'on peut jouer. On a essayé des quantités de choses, on a jeté des quantités de choses et effectivement on a quand même gardé sur scène des raquettes, de tennis, de ping-pong, des baguettes géantes faites dans des tringles à rideaux. On joue avec nos mains, avec des nunchakus, avec des balles de tennis, plein de choses. On a griffonné tout un tas d'idées. On a une voiture batterie sous le coude qu'on avait fait pour la gala de l'Union. Ouais, franchement, à partir du moment où tu commences à faire que le monde devient un rythme, tout devient. Ouais, il y a vraiment un champ d'expérimentation qui est très large. Voilà, et après les Feels Monkey, on retrouve celle qui a une batterie de bons plans culturels, Catherine. Un tout autre style pour continuer, notre date d'agenda avec les 12e rencontres de l'Harmonie de 50 ans en Yvelines, un concert où seront rassemblés plus de 80 musiciens pour un programme autour de musique de film et de variété. C'est ce samedi à l'auditorium de l'école de musique de Trappes. C'est gratuit avec une libre participation aux frais. Comme tous les mercredis, je vous propose de retrouver la chronique cinéphile. On démarre avec les avis de spectateurs. Ce mercredi, au micro de Mathilde Capberne. Je l'ai trouvé un peu pâteux. En soi, l'adaptation est plutôt bonne pour avoir lu le roman. Soit les décors et les costumes, la reconstitution est vraiment impeccable. Mais en soi, le scénario fonctionne bien. Et pour ceux qui aiment tout ce qui tourne autour de la Seconde Guerre mondiale seront satisfaits. Ah oui, un très très bon moment, vraiment exceptionnel comme film, vraiment exceptionnel, c'est vraiment un film à recommander. Et les acteurs formidables, formidables. Emma de Caunes, on ne la voit pas assez. Elle est très très bonne actrice, ils sont tous très très bien, c'est très émouvant, vraiment. Et c'est un film que vous recommandez à tout le monde? Ah oui, je vais le recommander autour de moi, oui. Très intéressant, et puis la condition de vie de ces temps-là, c'était triste pour les gens qui devaient subir les patrons. C'est surtout moi sur la condition de la femme. Ça m'a fait rappeler un peu les romans de Jane Austen. Soit les femmes étaient obligées de se marier, soit elles étaient obligées de subir. Et nous poursuivons avec le coup de cœur de cette semaine. Ce soir, Gaël Pinault du Grenier à Sel de Trappes. Bonjour, cette semaine au cinéma Le Grenier à Sel, nous participons au festival Cinéma du Réel qui est organisé par la bibliothèque du Centre Pompidou à Paris. C'est un festival international de films documentaires. Nous recevons le réalisateur du film Ancré qui s'appelle Rachid Jahidani. Son film est présenté dans le festival dans le cadre de la sélection française. Et Rachid Jahidani, il a réalisé en 2012 le film Rengaine. Et il revient là avec un portrait d'un artiste, un peintre contemporain qui s'appelle Yaz. Et on le voit pendant le film, on le voit, donc c'est un documentaire, c'est la vraie vie. On le voit réellement se fâcher avec sa galerie à Paris, se retrouver sans galerie, donc plus aucun moyen de montrer ses œuvres ou de les vendre ou de vivre. Et il va galérer, on va le voir en période de création, donc c'est assez joli à voir, c'est sympa d'assister à ça, cette création. Et ensuite, on va le voir aussi rechercher une galerie.
Et donc c'est pas une surprise, c'est pas un secret, je peux le dire quasiment à la fin du film. Il va finir dans une galerie à New York qui n'était pas encore ouverte, qu'il va falloir qu'il monte le projet de toute pièce, etc. Donc c'est une énorme aventure que l'on va suivre pendant 1h15 avec le réalisateur et peut-être Yaz aussi qui sera peut-être là. Ce sera donc vendredi 3 avril à 20h45. L'entrée est libre sur réservation. Vous retrouvez tout ça sur notre site internet www.cinémagrenier-à-Celles.com. À bientôt, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain. Bonne soirée.